Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et non, je ne suis pas toute seule aujourd'hui car nous avons la chance d'avoir avec nous Lenaeg Corson. Vous allez découvrir une personne passionnée, compétitrice et généreuse. Elle va nous parler de son parcours avec le 15 de France avec 30 sélections, son passage au rugby au 7 aussi avec l'équipe de France, le championnat de France féminine de rugby à 15, de la croissance de ce sport féminine de rugby en général, les Pink Rockets, de son travail dans la RSE au Stade français. Bref, on a passé un super moment ensemble et vous allez voir ça tout de suite. Mais d'abord, petit merci à tout le monde qui nous a envoyé un message après notre dernier épisode avec Mathieu Bastereau. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et partagez le lien de l'épisode dans vos stories, ça nous fait du bien. Et surtout, abonnez-vous sur votre application de podcast, Apple, Spotify, Deezer, d'autres. Cliquez sur le petit bouton abonner parce que vous ne voulez pas arrêter. Je suis avec Mr. Fabien Paulus, oui, le français le plus capé. Il va passer chez nous d'ici 2 semaines, donc abonnez-vous, comme ça vous ne le ratez pas. Retour à cet épisode dédié au rugby féminin. Nous allons démarrer tout de suite avec un petit recap de ce final de Six Nations, le crunch à Bayonne. Et qui va le débriefer avec nous? Lenaeg Corson, bien sûr. Bonne écoute! Il fait chaud à Bayonne, avec une ambiance bien sympa. Quelqu'un va partir d'ici avec le grand chelem. Les Françaises sont concentrées avant le match, mais peut-être un peu nerveuses aussi. Il y a un God Save the Queen qui était un peu faible, mais la Marseillaise qui était bien mieux. Peut-être ça va nous dire quelque chose. Et oui, les Anglaises commencent mal avec un en avant de leur en but, mêlé à 5 pour nous, et c'est le 8 Ménagère qui explose à travers la ligne, et paf, et c'est pour nous très vite 7-0. Notre numéro 15, Jacquet, est bon au pied. Notre défense fonctionne, la touche un peu moins. Un 50-22 anglaise les place dans notre camp vers pour la première fois. Le famous rolling ball des Anglaises fonctionne très très bien. 7-7, le diesel est chauffé. Les Anglaises sont à l'aise chez nous, touche, maul, pénalité contre nous. Les Anglaises répètent la même formule et ça fonctionne avec un autre essai qui a l'air dangereusement facile. 14-7 à 8 minutes. Jacquet est encore bon au pied. On est chez eux, il faut que ça paye, mais malheureusement non, c'est plutôt Thompson qui fait un joli retour. Encore des pénalités contre nous, ça sent pas bon. Donc rebolote, pénal touche, maul, essai 21-7. C'est comme un cheat code dans un jeu vidéo. Mais nous, on a Sansou, qui nous remet sur la bonne raille avec un ballon volé. Mais la petite passe au pied est ratée, et elle est quand même partout, cette Sansou. On passe un peu de temps ces jeux, ça doit payer, mais les Anglaises savent faire des pénalités intelligentes. On n'arrive pas à être aussi réaliste que les Anglaises. Le fin de ce mi-temps est très ouvert partout, mais le score ne bouge pas, toujours 21-7. On commence le deuxième mi-temps plutôt bien, mais la défense anglaise tient bon, sauf que Harrison fait un en-avant volontaire, carton jaune pour elle, mais elles sont quand même fort emmêlées, les Anglaises. Les prochaines 10 minutes sont ouvertes pour les deux équipes, avec les Françaises beaucoup de ballons en main, mais on ne profite pas de ce carton jaune. Les Anglaises reviennent dans la match, et en plus, Philippon fait la même erreur que l'Anglaise et fait un en-avant volontaire, donc 10 minutes de repos pour elle. 24-7, sauf que Boulard fait un parti de 50 mètres, mais elle s'éloigne de ses collègues. Les deux défenses sont bons en ce moment, ça plaque bien les deux côtés. On campe chez eux, les Anglaises font de la pénalité, et on marque finalement le pilier de Shays. Transformation ratée 24-12. 69 minutes, Jessie Tremeyer entre, et Fall fait un joli course, mais le passe pour Jacquet n'a pas fonctionné. Le temps file, mais le grand chelem semble pas possible. Il nous reste 5 minutes pour marquer 2 essais, mais juste trop juste. Dommage pour nous, car on n'était pas trop loin. 24-12. Les Anglaises gagnent le grand chelem et le 4e 6 nations à la suite. On les reverra dans la Coupe du Monde. Pack de potes, terrain 10. De mieux pour débriefer ce match qu'une internationale avec 30 sélections sur l'équipe de France, c'est Lenaeg Corson. Salut! Salut Thierry! Je suis content de te voir. Donc aussi, petit mot rapide pour Alban, parce que tu as joué avec elle. Donc Alban qui nous a mis en contact. Donc merci à Alban. Alors Lenaeg, est-ce que tu peux nous donner tes réactions par rapport à ce match qu'on vient de voir? Oui, écoute, c'était le crunch, c'était la finale du tournoi Destination, le dernier match. Donc, on est monté en force, en puissance durant ce tournoi Destination. C'était agréable de finir par ce match de titans, entre guillemets, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre sont les seules équipes où on est 100% quasiment professionnels.
dans le championnat européen, donc durant ce Six Nations. Donc aujourd'hui, on sait que les deux meilleures nations européennes sont la France et l'Angleterre. On avait forcément beaucoup d'attentes sur ce tournoi parce qu'on avait envie de gagner le Grand Chelem et faire perdurer l'histoire, puisque il y a 20 ans, les Françaises avaient remporté le Grand Chelem. Malheureusement, on a tous assisté à la défaite de l'équipe de France à Bayonne, dans un stade Jean Daugé qui était complètement plein pour supporter les filles. On voit qu'il y a vraiment de plus en plus d'engouement pour suivre la compétition, avec énormément aussi d'audience de télé pour suivre les matchs du Six Nations. Donc, c'est bien, le public est là, le public est présent derrière les Bleus. Malheureusement, aujourd'hui, on sait que l'équipe d'Angleterre est une équipe qui est très en place, extrêmement pragmatique, qui joue vraiment sur ses points forts. On sait qu'elles ont un pack de devant vraiment impressionnant avec des bébés. C'est du costaud, quoi. Tu vois leurs cuisses, tu vois les nôtres, tu sais qu'on n'est pas sur la même cour en termes de gabarit. Mais on a d'autres choses à proposer, et notamment sur l'intensité, le rythme, faire courir nos adversaires. Ça fait partie de nos points forts. Et je pense qu'on n'a pas réussi à le faire comme on aurait souhaité le faire contre les Anglaises. Elles ont beaucoup joué sur nos fautes. On a fait énormément de fautes. Elles ont marqué finalement que sur des molles, sur touche à 10 mètres de la ligne. Donc, ça coûte cher face à des Anglaises bien structurées, qui mettent en place leur jeu, qui paniquent pas, qui ont déroulé leur jeu sans trop forcer finalement ce week-end, parce qu'elles ont mis 3 essais coup sur coup sur Moll. Et après, finalement, il ne s'est pas produit énormément de jeux. Moi, j'étais un peu déçue, tu vois, je suis restée un peu sur ma faim en tant que spectatrice de ce match, de se dire, finalement, il n'y a pas eu des gros envolées, des gros essais. Il y a eu des beaux tampons. Franchement, je tiens à souligner quand même que Madou Soufal, ma coéquipière en deuxième ligne, a quand même fait d'énormes ravages en défense. Et même collectivement, on voyait que quand même, elles arrivaient à repousser ces Anglaises qui arrivaient lancées dans l'intervalle. Donc, je pense qu'en défense, on était bien. En attaque, on a eu plus de soucis à mettre notre jeu en place. J'avais une question par rapport à ça, parce que je trouve que, comme tu dis, ces fameux, à l'exception de ces fameux molles, qui étaient quand même inarrêtables, en fait. J'ai 2 questions. Peut-être la première, c'est comment on va apprendre à arrêter de ces molles-là, surtout parce qu'on va les jouer très bientôt, le Coupe du Monde arrive. À la Coupe du Monde, ouais. Et comment on peut arrêter un tel cheat code, comme je disais dans la review. Et aussi, par rapport à la presse, parce que je trouve que le presse, il disait qu'on était loin, et j'avais pas forcément le sentiment d'être très loin dans ce match. C'est vrai que oui, ils ont marqué 3 essais très vite, et après on était un peu loin au score, mais jamais dans le match je me disais on est vraiment surclassé non plus. J'avais pas ce sentiment d'être surclassé, à l'exception que quand ils sont à 5 mètres de notre ligne et on fait énormément de fautes, ça marque, quoi. Non, c'est ce que je t'ai dit. Je pense qu'elles ont gagné, mais sans trop forcer sur ce match. Je les ai pas trouvées impressionnantes comme j'ai pu le voir sur les différents matchs du Six Nations. Elles ont mis une raclée de plus de 70 points contre les Italiennes dans le début du tournoi. On se dit, waouh, elles sont en place, elles vont détruire tout le monde. Enfin non, c'était le deuxième match, parce que c'était la France qui rencontrait la première fois l'Italie. Bref, on n'a pas senti qu'elles étaient au-dessus, comme elles prédominaient déjà dans ces 4 premiers matchs du Six Nations. Par contre, effectivement, de contrer les Anglaises à 10 mètres de notre ligne sur des molles, c'est très compliqué. Donc, il faut aller les jouer en l'air, pouvoir essayer de leur gratter le ballon de façon aérienne, quoi, de pouvoir les contrer en l'air. Et malheureusement, on n'a pas réussi à les déjouer 3 fois de suite, parce que clairement, je pense qu'en 20-25 minutes, elles ont enchaîné ces 3 essais, et puis après, elles se sont dit, bon, on a fait le job, on n'a pas besoin de plus que ça forcer. Elles ont gagné, félicitations aux Anglaises, évidemment, mais je les ai pas trouvées transcendantes comme j'ai pu le voir sur le tournoi. Ouais. Et pour toi, par contre, à la fin de cette Six Nations, est-ce que t'es... Bon, bien sûr, on est un peu déçu, mais c'est pas une déception quand même, la performance de nos filles. Et c'est plus une confirmation. Je sais que sur The World Rugby, ils disent qu'on est 3e, mais comment le 2e, c'est Nouvelle-Zélande, on l'a battu 2 fois en novembre. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on se place bien au 2e meilleure équipe du monde. Donc moi, perso, je suis pas forcément déçu. Je suis plutôt
content. Je ne sais pas si toi, tu as un peu la même réaction. Moi, je dirais pas que je suis contente parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de moyens qui sont mis sur l'équipe de France. On a la chance d'être professionnels au même titre que les Anglaises et on est avancé par rapport à d'autres nations qui, elles, n'ont pas nos conditions. Euh, pour avoir échangé avec des joueuses italiennes qui se retrouvent à devoir bosser la veille limite du match, à courir en prenant des avions pour aller sur le camp d'entraînement. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'elles sont peu valorisées par leur fédération, elles sont peu aidées financièrement, elles doivent toutes travailler à côté pour ensuite tenir leur sélection avec l'équipe d'Italie. Et je trouve que finalement, on se dit, on doit être au-dessus de ces joueuses parce que financièrement, dans les moyens humains qu'on met en place, on a plus d'avantages. Et, euh, et aujourd'hui, l'Angleterre et la France jouent à part égale et on a envie de gagner ces matchs. On est compétitrice, on sait qu'aujourd'hui, on veut passer justement ce cap des demi-finales et aller en finale de Coupe du Monde et gagner et être championne du monde. Et on ne peut pas se satisfaire de finir deuxième du tournoi, de perdre depuis 10 fois contre les Anglaises. On ne peut pas se satisfaire de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a un groupe qui est très jeune aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans le groupe, qui sont en train d'apprendre, de s'intégrer au nouveau projet de jeu, à la façon de fonctionner du groupe. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est le travail qui doit se faire sur la continuité. Et aujourd'hui, ouais, je pense qu'on on est en deçà des Anglaises, mais je suis persuadée, et en les écoutant en commentaire de match, en fin de match, elles nous le disent. Bon, non, voilà, certes, on a perdu ce match, ce crunch, cette finale de station, mais on est déjà tourné vers la Coupe du Monde et la préparation. Et j'avais une question là-dessus. Parfois, dans les effectifs, je trouvais que ça bougeait pas mal. Par exemple, contre Pays de Galles, je pense qu'on avait 7 ou 8 nouvelles joueuses sur le terrain Ouais. que la semaine d'avant. Est-ce que ça, c'est plutôt une préparation pour l'après ou est-ce que peut-être est-ce que c'était contre-effectif contre l'Angleterre? Ou est-ce que c'était simplement parce qu'il y avait des blessures? Ouais, après, je sais pas si je vais être très objective du coup, parce que effectivement, je fais partie de ces joueuses anciennes qui ont été un peu mises de côté durant ce tournoi destination. Donc forcément, de la déception personnelle de ne pas y être et de ne pas être avec les copines sur le terrain pour jouer ce tournoi. Euh, je pense que, enfin voilà, je fais pas partie du staff, je suis pas entraîneur, mais oui, je pense qu'aujourd'hui il y a une volonté de vouloir préparer la suite aussi après la Coupe du Monde et la volonté de vraiment renouveler l'effectif en misant davantage sur les jeunes. Une stratégie que j'aurais pas forcément mis en place à 6 mois de la Coupe du Monde. Après, voilà, je suis pas coach et évidemment, je fais aussi partie de ces joueuses qui ont été mises de côté. Donc, c'est pas très objectif ce que je dis, mais je pense quand même que ça soit en entreprise ou dans un club, dans une équipe, on a besoin de force générationnelle, c'est-à-dire de jeunes qui amènent énormément d'état d'esprit, un état d'esprit frais, beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur, et des anciennes aussi qui ont un vécu et que ça s'achète pas. Qui ont géré des difficultés, des conflits dans un groupe, des moments voilà, très difficiles à vivre. Et je pense que ça, on en a besoin dans un groupe pour avoir cette osmose, cette synergie entre les jeunes et les anciennes et pour pouvoir atteindre les objectifs que l'équipe se fixe. Je pense qu'on a besoin de cette mixité générationnelle. Yeah. Et on l'a moins retrouvé sur le tournoi. Et oui, c'est une question en fait, parce que c'est marrant, j'ai parlé avec Mathieu Bastro l'autre jour, il était déçu de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde. Et en fait, c'est vrai qu'il nous manquait des leaders à ce moment-là, 2019, pour ce Coupe du Monde. Et là, aujourd'hui, chez les hommes, on a beaucoup de leaders. Je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être le capitaine. En parlant de ça, donc on parlait des papas chez les hommes, on appelle ça des moments, je ne sais pas, en rugby féminine, mais oui. c'est qui les leaders dans cette équipe alors pour toi? Oui, après, il y a différents types de leaders, mais c'est vrai que sur le terrain, on avait beaucoup la présence de la capitaine, forcément, Gaëlle Hermé.
On a Safi qui a NDI qui prend énormément la parole aussi et qui est vraiment pour le coup la maman qui se rapproche du record de sélection avec l'équipe de France, qui est là depuis des années, qui vraiment est Nous, on une l'adore. force. J'ai fait le podcast avec deuxième ligne, donc on adore Safi. Ouais, bah non, Safi est vraiment voilà, un pilier de cette équipe. On a aussi Céline Ferrer qui prend aussi le lead dans l'équipe, qui, elle, ramène énormément de bonne humeur, qui n'aime pas forcément se mettre en avant, mais qui, elle, ramène vraiment voilà, de la joie, l'envie de faire quelque chose de grand ensemble. L'état d'esprit d'équipe, pour elle, est primordial. Et après, bah, forcément, je pense à des joueuses comme Koumba Diallo ou Marjorie Mayence, qui sont là aussi depuis 2014, Jessie Trémoulière, qui sont des filles voilà, qui ont vécu 10 ans en équipe de France et 2 Coupes du Monde, et pour certaines, des Jeux Olympiques, pour Marjo et Jessie. Donc forcément, ça, c'est des forces d'avoir des joueuses de ce calibre, de ce palmarès dans son équipe. Et forcément, bah, voilà, d'avoir des anciennes joueuses, ça aide à rassurer les plus jeunes. Et c'est vrai que tu as parlé des jeunes joueurs, donc on voit Jacquet qui a quoi, 20 ans, on voit Fall aussi, qui a un super, tous les deux, un super 6 nations. D'ailleurs, Fall et Laure Sensus, il faut aller voter. Ouais, il faut aller voter pour eux, pour joueuses du tournoi. Donc déjà, on a deux anglaises, pardon. Déjà, on a 2 françaises dans le groupe. Je crois qu'il y a 2 anglaises, 2 françaises. Ouais, voilà, c'est 2 anglaises, 2 françaises. Donc j'ai pensé, en 9, en fait, on a Laure Sensus, on a aussi Pauline Bourdon aussi, qui est blessée en ce moment, donc ça c'est génial. Après, on a Jessie Trémeyer qui était quand même joueuse de la Destiny il y a pas longtemps, et Caroline Drouin aussi, donc on est dans on va dire dans une période sympa au niveau des 9-10. Oui, c'est vrai que on le sait dans une équipe de rugby, d'avoir un 9, un 10 qui ont de l'expérience et qui maîtrisent leur sujet, qui pilotent vraiment l'équipe, c'est une importance capitale parce que sans eux, bah, le jeu ne serait pas harmonisé, on ne pourrait pas faire ce qu'on souhaite développer dans le jeu de l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est une vraie chance voilà, de compter sur Laure Sensus qui a fait un tournoi mais magistral. Moi, je l'ai trouvé vraiment très impressionnante sur ses choix, ses prises de décision, sa rapidité, rapidité des passes, rapidité dans les courses, rapidité dans les petits trous qu'elle pouvait voir et prendre très rapidement. Vraiment, c'est une joueuse moi qui m'a bluffée. Vraiment, je pense qu'elle mérite le titre de meilleure joueuse du monde parce que vraiment, elle a été vraiment au-dessus, je trouve, sur tous les matchs du tournoi. Et j'espère évidemment, et c'est tout ce que je lui souhaite, de réussir et de mettre tout son talent au service de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et puis Madou Soufal qui voilà, vraiment explose depuis la tournée d'automne, qu'on avait vu aussi très en avant sur les matchs contre les All Blacks, les Black Ferns. Donc voilà, de par ses plaquages qui sont vraiment impressionnants, on voit qu'elle secoue vraiment l'adversaire et que ça ne doit pas faire du bien en face. Et puis sa capacité à rester debout, à jouer après contact, de faire vivre le ballon. C'est une joueuse quand même, quand on la voit arriver de lancer sur un terrain, on n'a pas trop envie de venir la plaquer. Voilà, et je sais de quoi je parle. J'ai eu de nombreuses béquilles avec Madoussou au niveau des cuisses, mais voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui est très simple et qui est jeune, qui a envie de vivre de belles émotions avec l'équipe de France. Vraiment, je cite tout le meilleur. On avait un blague sur elle dans un des derniers épisodes. On disait elle n'est pas comme son nom, elle n'est pas douce. C'est vrai, elle est loin d'être douce, sur un terrain du moins. Mais c'est vrai que dans la vie, c'est quelqu'un de très doux. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité de parler de toi, en fait, parce que tu as commencé un tout petit peu. En fait, c'est marrant parce que quand j'ai vu ton nom dans mon expérience en France, ça fait 20 ans que je suis là, chaque fois que je rencontre quelqu'un où je connais pas leur nom, normalement, c'est bretonne. Et donc, c'est bien le cas parce que tu viens de la Bretagne. Donc, parle-moi un petit peu de tes origines. T'es de Rennes, en fait? Alors, je suis même encore plus à l'ouest que de Rennes. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Le Vieux-Marché, qui est sur la côte nord de la Bretagne. Pour situer, les gens situent très bien Guingamp.
parce qu'il y a un gros club de foot là en avant de Guingamp, donc je suis pas très loin de Guingamp. Pas très loin de la côte de Granit-Rose non plus, qui est magnifique au passage. Je fais un peu de pub, il y a bientôt l'été, on ne sait jamais s'il y en a qui ont envie de choisir leur destination touristique cet été. Et c'est un village voilà, de 1000 habitants qui est tout ce qu'on peut voir dans un village, quoi, l'esprit très sympa, la place du marché, très familial, tout le monde se connaît et ça, c'est quelque chose dont je suis très attachée. Et quand je vais un petit peu moins bien au rugby ou dans ma vie, j'aime beaucoup retourner chez moi pour me ressourcer, aller à la rivière, manger des crêpes chez ma grand-mère, aller faire la pêche aux ormeaux. C'est des choses qui me ressourcent énormément. Ouais, je peux comprendre parce que je suis allé une fois ou peut-être deux en Bretagne et chaque fois j'étais étonné de voir c'est pas du tout comme les autres coins de la France, c'est complètement différent, c'est une région mais hyper attachante et en même temps bah il faut bien le blouson contre le pluie et tout ça, ça me fait vraiment... ça c'est mon avis mais j'étais allé à Quimper par exemple. Tu n'es pas venu dans la bonne période. Ah bah peut-être c'est ça. Toi, tu as commencé le rugby, j'ai vu, à 20 ans, et je trouve ça incroyable. Comment tu as pu commencer le rugby à 20 ans, et genre 2 ou 3 ans plus tard, tu arrives sur l'équipe de France. Je trouve ça fou. Quelle histoire. C'est vrai que moi aussi, maintenant, avec un peu plus de recul et de se dire que bah, voilà, ma carrière va prendre bientôt fin, se dire, waouh, en fait, quand tu regardes en arrière, je me dis, tu as commencé le rugby à 20 ans, jamais j'aurais pu imaginer avoir une carrière aussi longue, 10 ans, avec l'équipe de France et de se dire de vivre des moments aussi forts et, euh, et de partir partout dans le monde, de voyager, de rencontrer les meilleures joueuses françaises, de jouer avec elles, de vraiment progresser, d'être vraiment sur un... Je pense qu'une expérience qui a été très forte pour moi, c'est le fait de rentrer en tant que semi-pro et de faire justement ce choix de venir sur Paris pour 1 000 euros. Derrière, j'y ai gagné énormément de choses. Au-delà de l'aspect financier, c'est de se dire, j'ai vécu des choses tellement fortes humainement et sur la connaissance de moi qui aujourd'hui m'aide tous les jours. J'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à vivre avec d'autres, j'ai appris à faire en sorte de se challenger, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, de remettre aussi les choses en question et de vouloir avancer et de se dire on a un métier, c'est de jouer au rugby. C'est quand même se dire tous les jours, je me suis levée en disant aujourd'hui, je vais jouer au rugby, c'est mon métier, c'est quand même fabuleux. Et jamais j'aurais pu espérer ça il y a 10 ans, de dire que déjà j'allais faire ce sport et que j'allais gagner ma vie grâce au sport. C'était incroyable. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 14 ans d'athlétisme. Ok. Donc, j'ai toujours baigné dans le sport. Ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré et qui m'a aidé à grandir. Et le fait de vivre cette expérience avec l'équipe de France, c'était aussi du management avec l'équipe de France A7, où on a eu un entraîneur, enfin d'ailleurs il est toujours en place, c'est David Courtex, qui m'a aidé à énormément grandir, à comprendre aussi comment je pouvais devenir meilleure chaque jour et de penser qu'au rugby et de se dire, voilà, il faut que tout le groupe avance. Mais ça viendra de chaque personne qui compose l'équipe, de vouloir faire en sorte d'être les meilleurs pour atteindre nos objectifs de championne du monde, de championne olympique. Et même si je n'ai pas beaucoup joué avec l'équipe de France A7, finalement, alors, j'ai signé un contrat, j'étais quand même avec l'équipe de France A7 pendant 6-7 ans. J'ai très peu joué, mais d'un point de vue d'accomplissement, d'épanouissement, de grandir, j'ai tellement apprécié cette expérience. On entend l'émotion dans ta voix et c'est marrant, c'est vrai que parce que il n'y avait pas cette option en fait. Quand tu as commencé à faire de l'athlétisme, peut-être dans l'athlétisme, mais pas dans le rugby, ça n'existait pas. Donc tu étais un des premiers pour avoir un contrat. Donc, et peut-être, moi ce que j'entends, c'est que tu as dit, bah tiens, j'y vais et j'y vais à fond. J'ai l'impression que le parti équipe est très important pour toi. En venant de l'athlétisme, c'est te manquait en fait, mais tu savais pas peut-être. Oui, c'est totalement ça. J'ai décidé d'arrêter l'athlé parce que justement, quand je perdais,
je perdais toute seule. Et quand je gagnais, je gagnais aussi toute seule. Et c'était terrible de ne pas pouvoir partager finalement ni les réussites, ni les échecs et se sentir finalement un peu seule. Et je me suis dit, il faut que j'aille vers un sport collectif. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le basket, le volley, le hand, les sports que j'avais le plus communément en tête pour les sports collectifs féminins. Et dans la liste des sports universitaires à l'université de Rennes, il y avait le rugby féminin. C'était précisé féminin. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'essayer. Et finalement, c'était le seul sport de tous ces sports universitaires que je pouvais réaliser parce que ça collait avec mon emploi du temps universitaire. Ah ouais, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. Donc, le hasard a terriblement bien fait les choses. Et ce que j'ai apprécié en premier lieu, c'est l'esprit collectif, la convivialité, la solidarité qu'on avait entre nous. Personne, en fait, j'ai commencé avec des filles qui ne savaient pas du tout jouer au rugby. C'était à peine si on arrivait à faire une passe sans faire tomber le ballon. Limite, on ne savait pas ce qu'était un en avant. Enfin, ça reste la règle pure du rugby. Enfin, c'est pour te dire à quel point on était vraiment novices et que finalement, malgré notre côté complètement débutante, on était heureuse, quoi. On était heureuse d'être ensemble, de se réunir sur le terrain, d'essayer de jouer ensemble, d'essayer de ne pas se faire plaquer, d'apprendre un nouveau sport. Et l'ambiance a tellement été forte et bonne que je me suis dit, j'ai envie de plus. Donc, l'esprit de compétitrice est survenu et je me suis dit, il faut que tu rejoignes un club, il faut que tu en fasses plus. Et c'est comme ça que 4 mois plus tard, j'ai été rejoindre le club du Stade Rennais. Et ensuite, assez tôt, 1 an, 2 ans après, j'ai rejoint l'équipe de France. Ouais, c'est incroyable. Et est-ce que, par exemple, quelques années plus tard, je pense qu'en 2018, tu es parti pour le Stade Français, est-ce que ça, c'était lié à ta carrière pro aussi? Alors oui. Donc, il faut savoir que j'étais contractualisée au début à 50% avec l'équipe de France A7. Et puis, pour préparer les Jeux Olympiques de Rio, ils nous ont professionnalisés à 75%. Donc, ça devenait de moins en moins compatible d'avoir 2 logements sur Rennes et sur Paris. Donc, j'ai fait le choix de vivre tout simplement sur Paris par facilité, pour gagner du temps, gagner de l'argent aussi. Parce que les multiples allers-retours entre Paris et Rennes étaient quand même pas donnés. Donc, j'ai fait le choix de rester sur Paris et je me suis dit, autant prendre le club qui est pas très loin de Marcoussis. Donc, c'était le Stade Français. Et quand je jouais pas avec l'équipe de France A7, je venais jouer avec le club du Stade Français. Et vraiment, je suis investie depuis 2 ans maintenant, vraiment à 100% avec le club, parce que j'ai arrêté ma carrière à 7 pour me concentrer uniquement sur le 15. Parle-moi en fait un petit peu de championnat féminine. D'ailleurs, pour des personnes qui sont intéressées, il y a un site qui s'appelle rugbyauféminin.com. Vous pouvez avoir un peu des informations, bien sûr, sur Rugbyrama et tout ça. Aussi, j'ai regardé un peu l'historique et je vois que Montpellier, c'est quand même une grande équipe depuis 10-15 ans. Pourquoi, à ton avis, elles sont si fortes en fait? C'est vrai que Montpellier, c'est la Ferrari de notre championnat depuis des années. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus quand même dans cette hégémonie comme ils ont pu l'être pendant des années. Le Stade Toulousain, vraiment, est une équipe qui est de plus en plus structurée, cadencée, avec énormément de joueuses internationales, énormément de jeunes joueuses issues de leur formation. Donc, qui pour moi aujourd'hui a une vraie avance et une plus-value. Surtout quand on a des joueuses comme Laure Sensus, Pauline Bourdon, Gaëlle Hermé, Céline Ferrer qui jouent au Stade Toulousain. C'est quand même des joueuses qui font l'équipe de France aujourd'hui. Même si évidemment en face, il y a les sœurs Ménager, Safi, qui y a-t-il d'autres, Emeline Gros qui joue, Cyril Banet qui joue, Caroline Boujard qui joue également à Montpellier. Pour moi, aujourd'hui, il y a Montpellier, il y a le Stade Toulousain. Il y a aussi Blagnac et Romagna qui étaient les finalistes l'année dernière et qui réalisent de belles choses, qui eux prônent peut-être moins sur le fait d'avoir beaucoup d'internationales dans l'équipe, mais plus sur la formation,
et travaillent très dur pour leurs résultats. Donc, je pense que vraiment, je tire leur chapeau, vraiment, je tire mon chapeau à ces deux équipes, Blagnac et Romagna, parce que c'est vrai qu'en ayant juste trois ou quatre internationales, elles arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu parce qu'il y a énormément de travail et que tout est misé aussi autour du collectif. Je pense qu'on a plus de fierté quand même à réussir quand c'est vraiment un travail profond qui vient du club. C'est intéressant parce que je pense il y avait deux façons de voir la croissance du rugby en général. Est-ce que c'est maintenant en fait qu'on commence à avoir une équipe qu'on reconnaît, qu'on connaît bien les joueuses qui sont devenues stars aussi de ce sport, et donc ça aide forcément des équipes locales parce qu'ils vont avoir plus de monde. Question, est-ce que ça existe aujourd'hui, on va dire, en sport-études rugby féminin au niveau national? Donc oui, effectivement, aujourd'hui, pour des joueuses qui ont envie de continuer à performer dans leur sport et suivre en parallèle des études, nous, on a des pôles espoirs chez les féminines qui permettent justement aux jeunes joueuses cadettes, donc à partir de 16 ans, d'être réunies dans un pôle et à jouer avec les meilleures jeunes joueuses, meilleurs potentiels, pour ensuite venir au pôle France et ensuite remplir les équipes de France de rugby à 7 et de rugby à 15. Donc, c'est bien et je pense que c'est hyper important qu'on le retrouve, cet aspect sport et études. Nous, dans le championnat, on est totalement amatrices. Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 50 joueuses de rugby qui sont payées pour jouer au rugby. Ce sont des joueuses du rugby à 7 et des joueuses du rugby à 15, du 15 de France. Mais hormis ces 50 joueuses, le reste du championnat est totalement amateur. Les joueuses ont un métier durant leur journée et le soir, elles viennent s'entraîner au club. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, l'aspect double projet, construire son projet professionnel, choisir des études est important pour... si le jour où le rugby ne fonctionne pas et que tu ne fais pas partie de l'équipe de France, évidemment, tu puisses avoir un travail et avoir une tête bien faite pour pouvoir allier les deux. Bah, ça nous ramène aussi vers ton travail, mais avant de faire ça, j'ai vu sur ton site web, j'ai vu qu'il y a une photo de toi. Je pense que c'est une célébration d'un soir Midol des Oscars de rugby. Il y a une photo de tous ces hommes de rugby et il y a toi. Donc je voulais dire juste bravo. Je trouve ça chouette. Ça montre aussi qu'il y a un peu de chemin à faire. Mais comment est-ce qu'on peut avoir plus de femmes sur cette photo-là? C'est exactement le pourquoi cette photo est sur mon site et c'est pour montrer aussi que voilà, aujourd'hui, le rugby, c'est quand même un sport qui est vu comme masculin et qui n'ouvre pas encore totalement ses portes aux filles, même si évidemment les choses évoluent. Hein. Je tiens à quand même préciser que la Ligue nationale de rugby remet maintenant depuis l'année dernière un prix pour la meilleure joueuse de notre championnat. C'est quelque chose qui est très nouveau, hein, qui n'était pas du tout le cas les années précédentes. Donc, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Les sponsors ont envie aussi de capitaliser sur l'image des joueuses, chose qu'on n'avait pas 10 ans en arrière. Personne n'avait envie de sponsoriser des joueuses de rugby. Mais et même, je peux le parler au titre d'exemple personnel. Dans mon club, cette année, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place et notamment qui sont impulsées par Thomas Lombard, qui est le directeur général du club du Stade français, qui a souhaité qu'on s'entraîne dans les infrastructures de Jean Bouin, qui a souhaité qu'on puisse avoir une dotation du club gratuitement et qu'on puisse être visible. Il y a des posters qui ont été mis en place. Enfin, voilà, il y a quand même plusieurs petites choses qui évoluent. On doit évidemment encore se structurer et monter en force si on veut tout simplement faire partie des meilleures équipes nationales, parce qu'aujourd'hui, on joue quand même le bas du tableau et on joue même un maintien pour se maintenir dans le championnat français d'élite 1. Donc, il y a énormément de travail, mais les choses évoluent et tu peux compter sur moi et sur beaucoup d'autres joueuses. Justement, on parlait des pionnières.
Je pense à Safi, je pense à Gaël Mignot, je pense à Clémence Guessier. Ma tout premier podcast, en fait, c'était avec mon fils et on parlait de 2000, le Coupe du Monde en 2019, Coupe du Monde de femmes de foot. Et tu avais fait un post récemment et je trouvais ça génial parce que j'étais tout à fait d'accord avec toi par rapport à de voir. Explique-moi, en fait, c'était PSG Lyon l'autre soir. Ouais, effectivement, j'ai été invitée par le PSG pour suivre le match des filles, PSG Lyon, dans cette Champions League, le match retour. Et j'ai été impressionnée du nombre de spectateurs au stade au PSG. On est 43 255 spectateurs pour suivre du foot et du foot féminin. C'est incroyable de se dire que il y a 10 ans en arrière, les filles ne remplissaient pas des stades et on avait du mal à croire vraiment au foot féminin. Et aujourd'hui, ça explose. Ça explose vraiment. Et j'ai mis ce post parce que je pense aujourd'hui que même si le rugby est quand même pas au même niveau que le foot en France, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer de ce que font bien les clubs sportifs féminins, les sports co. Et vraiment, j'ai vraiment envie de travailler avec le PSG pour essayer de faire avancer les choses aussi au Stade français en termes de promotion, en termes d'événementiel aussi autour des matchs. Donc, il y a énormément à faire. Et je pense que justement, ces modèles de réussite doivent nous inspirer et nous aider à atteindre nos objectifs. Beaucoup à faire, mais c'est un moment excitant aussi parce qu'on voit il y a plein de belles choses qui vont arriver bientôt. Dans les 10 ans à venir, ça va être génial. Donc, moi, je suis plutôt positif à l'américaine. Hein. Ah, mais moi aussi. Ah, mais tu sais, Thierry, je pense que justement, une des choses, des forces que m'a appris le rugby, c'est plutôt de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et justement, aujourd'hui, je le dis, je mets cette photo exprès sur mon site parce que une femme sur tant d'hommes sur une photo, ça me marque. Mais aujourd'hui, évidemment, que j'ai envie de faire en sorte que de plus en plus d'hommes se rendent compte aussi, et de femmes, hein, parce qu'il y en a aussi qui ferment les yeux sur ça, et de faire rendre compte à cette population qui est engagée, qui est dirigeant dans les clubs, à la fédération, dans les institutions, pour leur montrer qu'aujourd'hui, les sportives ont envie de s'engager et je pense encore plus à ces pionnières qui ont vu le cheminement sur le rugby féminin et qui ont envie d'apporter toute leur expérience, ce qu'elles ont pu ressentir, percevoir, pour ne plus jamais que ça arrive et faire changer les choses, faire bouger les choses, vraiment bouger les lignes. Voilà, j'ai l'impression là j'entends ton competitiveness. Écoute, rapidement, on finit rapidement avec ta carrière parce qu'en fait on va dire professionnel, on va dire dans le business, on va dire parce que tu as plusieurs carrières. Parce qu'en fait le RSE, je suis récemment retourné à faire mes études en RH et c'est le sujet qui m'a inspiré le plus, le RSE. Est-ce que tu peux l'expliquer le plus rapidement pour nos chers écouteurs qui peut-être ne vont pas comprendre un peu qu'est-ce que c'est le RSE et qu'est-ce que tu fais en fait dans ce domaine? Ok. Alors, la RSE, déjà, peut-être dire ce qu'est l'acronyme. R pour responsabilité, S pour sociétal et E pour entreprise. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui a été remis au goût du jour vraiment post-confinement, où les entreprises, les clubs ont décidé de voir les choses de manière différente et se dire qu'ils avaient un rôle à impact sociétal, environnemental, sur les projets qu'ils devaient mener. Donc, si tu veux, mon rôle aujourd'hui, au-delà d'être sportive, c'est de pouvoir impulser, impliquer le rôle du sport comme étant une clé pour changer le monde, qui soit un peu plus éco-responsable, un peu plus inclusif, autant auprès des femmes, des personnes handicapées, des jeunes qui sont dans les quartiers, à qui on a envie de faire découvrir le rugby, auprès des réfugiés. Et de se dire, notre sport, il est beau, il délivre énormément de valeurs, de messages. Et aujourd'hui, faisons en sorte que tout ça soit gagnant. Et clairement, aujourd'hui, c'est un moyen aussi pour nous de développer ce type d'activité, de développer des partenariats aussi autour de ces actions. Et c'est vraiment très vertueux, très, très vertueux. Et je me plais énormément dans ce domaine et je souhaite en faire mon métier demain en tant que consultante RSE parce que
je vois de mon œil de sportif que on a moyen vraiment de changer des vies, Ah oui, de c'est ça. changer la façon de voir les choses comme ça a toujours été vu. Je sais pas si tu l'as vu, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement engagé sur le plan environnemental. Ouais. Et pour moi, il y a tellement de messages à faire passer que le sport est un bon moyen aujourd'hui de m'ouvrir les portes, certaines opportunités pour faire changer les choses. Et est-ce que le Stade français, c'est la seule équipe qui ont personne RSE dans leur équipe ou est-ce qu'il y a d'autres équipes qui ont la même... Non, justement, pour être dans la commission RSE de la Ligue nationale de rugby, c'est une commission qui réunit dans chaque club des personnes qui, justement, sont mis à contribution sur la RSE. Et je peux partager, justement, les bonnes pratiques de ce que font les autres clubs. Et évidemment, voilà, il n'y a pas que le Stade français. Le club de Pau aussi est très engagé, le club du Loup. Enfin, voilà, on est plusieurs à quand même avoir pris conscience du changement climatique, qu'il fallait lutter contre ça, qu'on est aussi conscient qu'on a ce rôle sociétal pour aider par exemple aussi les réfugiés qui vont être de plus en plus nombreux avec la guerre en Ukraine. Donc c'est voilà, des personnes qui ont envie de faire évoluer ces choses et mettre pour une fois, on n'est pas adversaire dans ce combat, on est vraiment partenaire de se dire soyons plus forts ensemble, quoi. Ouais, non, c'est un sujet qui m'a beaucoup inspiré à l'université. Et si vous, nos chers écouteurs, si ça vous tente, il y a un livre qui s'appelle The Big Pivot, qui est très bien, qui est écrit par Andrew Winston, qui parle de cette idée des sociétés aujourd'hui. Ils doivent faire un changement, ils doivent changer leur façon d'être, ils doivent changer leur façon de réfléchir par rapport à leurs employés, par rapport à leurs clients. Que nous, en fait, nous, en tant que consommateurs, on a un vote, on vient de sortir des votes, mais on a aussi un vote avec nos dollars, avec nos euros, pardon, nos francs. Notre pouvoir de consommateur. Voilà, et voilà, et je trouve que ce concept vraiment intéressant et je pense que ça va être vraiment l'avenir pour des entreprises. Il y a aussi il y a Gregory Puy qui fait un podcast qui s'appelle Vlan, il parle pas mal de ce sujet-là, et aussi il a fait un livre, c'est en français, ça s'appelle Paradis insoutenable, au cas où, si vous cherchez un peu plus d'informations, ça c'est deux petites choses que je peux recommander. Donc, dans tous les cas, moi je suis convaincu que c'est l'avenir, ce genre de choses, et je te dis bravo pour tes efforts. Ben merci Thierry pour ton invitation à parler justement sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Merci de mettre en avant le rugby féminin. Les filles, ce serait bien de le rappeler aussi, jouent une Coupe du Monde en octobre et novembre. Mais évidemment, on souhaite qu'il y ait un maximum de Français à pousser derrière l'équipe de France, même s'il y aura un gros décalage horaire avec la Nouvelle-Zélande. J'espère qu'il y aura beaucoup de Français à se déplacer en Nouvelle-Zélande, à les soutenir à la télévision. Parce que cette année, quand même, pour la première fois, la Coupe du Monde va être diffusée sur TF1, qui est du coup incroyable pour nous de se dire, même les grandes chaînes de télévision misent sur nous depuis des années. France Télévisions, depuis 2014, depuis la Coupe du Monde en France, a misé sur les filles. Et aujourd'hui, c'est TF1 qui comprend aussi tout l'enjeu, je pense, autour du sport féminin, que ça a le vent en poupe et que voilà, il risque d'avoir aussi beaucoup de spectateurs, téléspectateurs à suivre ces matchs. Ouais, et au cas où, est-ce que je peux t'inviter au début de ce Coupe de Monde pour nous parler un petit peu des différentes équipes? Ça te branche? Évidemment, Thierry, je serai là tant que je peux voilà, apporter moi tout mon soutien à l'équipe de France et montrer un petit peu, évoquer le rugby féminin auprès de tes auditeurs, ce sera avec toi. Bah écoute, allez, d'ici là, passe un super été, bon fin de saison aussi, et à très bientôt. Merci Thierry. Bon, j'espère que vous êtes un peu comme moi, vous avez bien aimé ce moment passé avec le NEAG. Comme je disais au début, une personne souriante, engagée et très très disponible. J'espère vraiment qu'elle revienne nous voir pour nous préparer pour ce Coupe de Monde Femmes qui va être 7 octobre, car j'ai encore 2 pages de questions que j'ai pas pu lui poser. D'ailleurs, je vous invite d'aller le suivre, en fait, déjà sur son site web, donc c'est neag-corson.fr, ou surtout sur son Instagram, qui est vraiment super pro, je trouve. Et voilà, et pendant que vous êtes là, faites-nous un petit coucou, un petit like, un partage, show us the love.
Ok, ça c'est tout pour cette semaine. Revenez en 2 semaines pour notre interview avec l'homme le plus capé de notre 15 de France, Fabien Paulus. Ça va être superbe. J'ai passé un très bon moment avec lui aussi. Have a good week everybody et à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.